Un bleu harcelé sans relâche, puis il a pété les plombs et est devenu un fou furieux sur le champ de bataille. Dans les montagnes des Vosges, Mathieu Dubois a grandi dans une famille modeste avec ses proches, notamment son grand frère Julien, sa mère Sarah, profondément croyante, et son père Guillaume, un ancien combattant usé de la Grande Guerre. La famille vivait selon des principes moraux stricts, Sarah rappelant constamment à ses fils le caractère sacré de la vie et l'importance de suivre les commandements de Dieu. Un après-midi d'été caniculaire, alors que Mathieu n'avait que 12 ans, une dispute houleuse entre lui et Julien a dégénéré en altercation physique. Dans un moment de désespoir et d'autodéfense, Mathieu a saisi une grosse pierre et a frappé son frère à la tête. Julien s'est effondré instantanément, du sang coulant de sa blessure, et pendant plusieurs minutes terrifiantes, Mathieu a cru avoir tué son propre frère. Bien que Julien ait survécu avec seulement une grave commotion cérébrale, l'incident a profondément ébranlé Mathieu et l'a rempli de culpabilité. Les mots de sa mère ce soir-là ont été plus blessants que n'importe quelle blessure physique. « Ce que tu as fait aujourd'hui, Mathieu, dit-elle, sa voix tremblant d'émotion, est le péché le plus grave qu'une personne puisse commettre. Lever la main sur un autre être humain, surtout ton propre sang, va à l'encontre de tout ce que Dieu nous enseigne. » Ces mots entraient Mathieu pour le reste de sa vie, façonnant son engagement inébranlable à ne plus jamais blesser une autre âme. 15 ans plus tard, Mathieu était devenu un jeune homme réfléchi, qui passait une grande partie de son temps à faire du bénévolat à l'église méthodiste locale. Son calme et sa douceur le rendaient populaire auprès de la congrégation, en particulier auprès des paroissiens âgés qui appréciaient sa volonté d'aider à diverses tâches autour de l'église. Un mardi après-midi ordinaire, alors qu'il rentrait de l'église, Mathieu a été témoin d'un terrible accident de voiture. Un camion de livraison était entré en collision avec une berline à grande vitesse et le conducteur de la berline était coincé à l'intérieur avec de graves blessures. Sans hésitation, Mathieu s'est précipité sur les lieux, a rapidement enlevé sa ceinture en cuir et l'a utilisée comme un garrot improvisé pour arrêter le saignement artériel de la jambe de l'homme. Il a ensuite aidé à extraire la victime des débris et l'a accompagné à l'hôpital départemental. À l'hôpital, le docteur Martin, le médecin traitant, a été impressionné par la rapidité de réflexion et les connaissances médicales de Mathieu. « Jeune homme, dit-il, vos actions aujourd'hui ont sauvé la vie de cet homme. Avez-vous déjà envisagé une carrière dans la médecine ?» Mathieu a expliqué que, bien qu'il ait toujours rêvé de devenir médecin, la situation financière de sa famille ne lui avait jamais permis de poursuivre des études supérieures. En attendant dans le couloir de l'hôpital, Mathieu a remarqué une belle jeune infirmière nommée Sophie se déplaçant efficacement entre les patients. Sa compassion et sa compétence professionnelle ont immédiatement capté son attention. Désespéré de trouver une excuse pour lui parler, il s'est porté volontaire pour donner du sang sur place, même s'il avait une légère peur des aiguilles. Le lendemain, Mathieu est retourné à l'hôpital, vêtu de ses plus beaux vêtements et portant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies dans la montagne. Il a pris son courage à deux mains pour inviter Sophie à prendre un café et à sa grande surprise, elle a accepté. Leur premier rendez-vous s'est remarquablement bien passé, malgré la nervosité évidente de Mathieu en présence des femmes. Sophie a trouvé sa sincérité et sa gentillesse rafraîchissante par rapport aux autres jeunes hommes qu'elle avait rencontrés. Cependant, leur soirée s'est terminée sur une note légèrement maladroite, lorsque Mathieu, submergé par l'émotion, a embrassé Sophie sans prévenir. Elle s'est doucement retirée et a expliqué qu'elle aurait préféré qu'il demande d'abord. Malgré ce petit faux pas, Sophie a été charmée par sa sincérité et a accepté de le revoir. Alors que leur relation s'épanouissait au cours des semaines suivantes, Sophie a commencé à partager ses manuels de médecine avec Mathieu, l'aidant à en apprendre davantage sur l'anatomie, la physiologie et les procédures médicales de base. Elle a été stupéfaite par son aptitude naturelle pour la médecine et son désir sincère d'aider les autres. Leur lien s'est renforcé alors qu'ils passaient des heures à discuter de cas médicaux et d'options de traitement. Pendant ce temps, le monde extérieur à leur paisible communauté montagnarde changeait rapidement.
La Seconde Guerre mondiale faisait rage à travers l'Europe et le Pacifique, et de jeunes hommes de tout le pays étaient appelés à servir. Un soir, Julien a choqué la famille en annonçant qu'il s'était engagé dans l'armée et qu'il partirait pour l'entraînement de base dans la semaine. La nouvelle a dévasté leurs parents. Sarah était horrifiée à l'idée que son fils parte à la guerre, croyant que prendre une vie humaine était un péché mortel quelles que soient les circonstances. La réaction de Guillaume a été encore plus intense. La vue de Julien dans son uniforme militaire a ravivé des souvenirs douloureux de son propre service dans les tranchées de France. Les cicatrices psychologiques de ce conflit ne s'étaient jamais complètement refermées, et il ne pouvait supporter l'idée de perdre ses fils face aux mêmes horreurs dont il avait été témoin. Peu de temps après le départ de Julien, Mathieu a pris sa propre décision de s'enrôler. Cependant, il était déterminé à servir comme infirmier, estimant qu'il pouvait contribuer à l'effort de guerre tout en restant fidèle à ses convictions morales de ne pas prendre de vie humaine. Lorsqu'il a partagé cette décision avec Sophie, elle a été initialement inquiète, mais finalement favorable à son désir de servir son pays. Avant de partir pour le service militaire, Mathieu a demandé Sophie en mariage lors d'une promenade tranquille en montagne. Il a expliqué qu'il voulait avoir quelque chose pour quoi se battre, quelque chose pour quoi rentrer à la maison. Sophie a accepté sa proposition et ils ont prévu de se marier lors de son premier congé d'entraînement. La veille de son départ, Mathieu a rendu visite à son père, qui se tenait solennellement dans le cimetière familial à côté des tombes de ses camarades tombés au combat pendant la Grande Guerre. La voix de Guillaume était amère lorsqu'il parlait de la futilité de la guerre et des fausses promesses de gloire qui avaient attiré tant de jeunes hommes à la mort. « J'ai déjà enterré trop de bons hommes, » dit-il, les yeux fixés sur les pierres tombales usées. « Je ne veux pas enterrer mes fils aussi. » Le matin de son départ, Sophie a donné à Mathieu une petite Bible reliée en cuir avec sa photo glissée à l'intérieur de la couverture. C'était un gage de leur amour et de sa foi qu'il reviendrait sain et sauf. Mathieu a promis de l'emporter avec lui toujours, où que son service puisse le mener. En arrivant au camp de Mailly pour l'entraînement de base, Mathieu a été affecté à une caserne avec 11 autres recrues. Parmi eux se trouvait un soldat dur et rusé nommé Rachid, qui a immédiatement surnommé Mathieu Pecno, en raison de son accent rural et de son humilité. Rachid avait l'habitude de faire tourner nonchalamment un couteau à cran d'arrêt en parlant, ce qui rendait plusieurs autres recrues nerveuses. Leur instructeur, le sergent Moreau, a fait une entrée spectaculaire dès leur premier jour, faisant irruption dans la caserne avec un rugissement tonitruant qui a fait se précipiter les recrues. Le choc soudain a fait tomber le couteau à Rachid, qui a atterri la lame en premier dans sa botte, tandis qu'une autre recrue nommée Dupont a été prise complètement nue et n'a même pas eu le temps de saisir ses vêtements. Le sergent Moreau incarnait tous les stéréotypes d'un instructeur militaire, bruyant, agressif et prompt à trouver des défauts à chaque recrue en fonction de son apparence, de son origine ou de ses faiblesses perçues. Mathieu, cependant, a trouvé la performance exagérée du sergent presque comique, ce qui n'a fait qu'irriter davantage Moreau. Au cours des premières semaines d'entraînement, Mathieu a excellé en conditions physiques et en compétences de survie en plein air, grâce à son éducation dans les montagnes. Cependant, il a eu du mal avec certains aspects techniques de l'entraînement militaire, en particulier l'entretien du matériel et la manipulation des armes. Les vrais problèmes ont commencé lorsque l'unité est passée à l'entraînement aux armes à feu. Lorsqu'on lui a ordonné de prendre un fusil pour la première fois, Mathieu a refusé poliment, mais fermement. Le sergent Moreau l'a immédiatement traîné au bureau du capitaine Dubois, où Mathieu a expliqué qu'il s'était engagé spécifiquement comme infirmier et qu'on lui avait assuré qu'il ne serait pas tenu de manipuler des armes. Il a également expliqué qu'en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour, il ne pouvait pas participer aux activités d'entraînement le samedi, car c'était son jour de sabbat. Le capitaine Dubois a trouvé la position de Mathieu à la fois amusante et frustrante. Il était convaincu
que tout soldat qui refusait de suivre les ordres de base serait peu fiable dans les situations de combat. Sans hésitation, il a ordonné à Mathieu de subir une évaluation psychiatrique, supposant que quiconque refusait de porter une arme devait être mentalement instable. Ce soir-là, le sergent Moreau s'est adressé aux autres recrues dans la caserne, indiquant clairement que Mathieu ne pouvait pas être fiable au combat en raison de son refus de porter des armes. Il a laissé entendre que les convictions religieuses de Mathieu n'étaient rien d'autre que de la lâcheté déguisée en piété. Cette annonce a créé une tension immédiate au sein de l'unité, certains soldats considérant Mathieu comme un handicap et d'autres restant neutres. Plus tard dans la nuit, Rachid a tenté de provoquer Mathieu en lui arrachant sa Bible et en menaçant de la déchirer. Il s'attendait à ce que Mathieu réagisse violemment, mais au lieu de cela, Mathieu a calmement demandé à ce qu'on lui rende le livre, disant simplement « S'il vous plaît, c'est très important pour moi ». Sa réponse calme a surpris Rachid, qui n'avait jamais rencontré quelqu'un qui refusait de se faire entraîner dans une bagarre. Le lendemain matin, Mathieu a subi son évaluation psychiatrique avec le docteur Leclerc, un psychiatre militaire. Au cours de l'entretien, Mathieu a clairement exprimé ses convictions et a expliqué qu'il n'avait aucun problème de santé mentale, ni délire. Il avait simplement de fortes convictions religieuses qui l'empêchaient de prendre une vie humaine. Le docteur Leclerc a déterminé que Mathieu était parfaitement sain d'esprit et ne remplissait pas les conditions pour une libération médicale. Selon la loi militaire, cela signifiait que Mathieu était autorisé à continuer à servir comme infirmier de combat, à condition qu'il satisfasse à toutes les autres exigences de formation. Cependant, le capitaine Dubois était déterminé à trouver un moyen de retirer Mathieu de son unité. Puisqu'il ne pouvait pas légalement le renvoyer, Dubois a ordonné au sergent Moreau de rendre la vie de Mathieu aussi difficile que possible, dans l'espoir de le forcer à démissionner volontairement. À partir de ce moment-là, Mathieu s'est vu attribuer les tâches les plus désagréables disponibles: nettoyer les latrines, frotter les planchers, faire la corvée de cuisine et toute autre tâche subalterne que Moreau pouvait imaginer. Le harcèlement s'est intensifié lorsque Moreau a commencé à refuser les permissions de fin de semaine à toute l'unité, indiquant clairement que la présence de Mathieu était la raison de cette punition collective. Le ressentiment parmi les autres recrues a atteint son point d'ébullition une nuit lorsqu'un groupe d'entre eux a coincé Mathieu dans la salle de douche et l'a sévèrement battu. Ils lui ont reproché leur perte de privilèges et l'ont accusé d'être un lâche qui utilisait la religion comme excuse pour éviter le combat. Mathieu a absorbé les coups sans riposter, refusant de lever la main sur ses camarades soldats. Le lendemain matin, le sergent Moreau a remarqué le visage contusionné de Mathieu et, pour la première fois, a semblé sincèrement préoccupé par son bien-être. Il a conseillé à Mathieu de demander un transfert ou une libération pour sa propre sécurité, mais Mathieu a refusé, déclarant qu'il était déterminé à servir son pays, quel que soit le coût personnel. Interrogé sur ses blessures, Mathieu a affirmé qu'elles étaient le résultat d'un accident lors de l'entraînement physique. Il a refusé d'identifier ses agresseurs, sachant que cela ne ferait qu'aggraver sa situation. Son refus de riposter ou de chercher à se venger a en fait commencé à lui valoir un respect à contre-cœur de la part de certains des autres soldats. Alors que le cycle d'entraînement touchait à sa fin, toutes les recrues ont obtenu une permission, sauf Mathieu, qui a été arrêté pour insubordination et confiné au cachot de la base. Les accusations découlaient de son refus continu de manipuler des armes et de son incapacité à satisfaire à certaines exigences de formation en raison de ses observances religieuses. Pendant que Mathieu était assis dans sa cellule, Sophie l'attendait dans la petite église de montagne où ils avaient prévu de se marier. Les heures ont passé et il est devenu clair que quelque chose avait terriblement mal tourné. Sophie savait que Mathieu ne l'abandonnerait jamais sans explication, alors elle a commencé à passer des appels téléphoniques désespérés pour savoir ce qui s'était passé. Le capitaine Dubois a rendu visite à Mathieu dans sa cellule et lui a offert un marché. S'il plaidait coupable aux accusations et acceptait une libération déshonorante, il pourrait être libéré immédiatement
et rentrer chez lui. Mathieu a refusé catégoriquement, insistant sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal et que ses convictions religieuses étaient protégées par la Constitution. Sophie a finalement appris la situation de Mathieu et s'est rendue à la base pour lui rendre visite. Elle l'a supplié de faire des compromis, arguant qu'il pouvait suivre l'entraînement aux armes sans jamais avoir l'intention d'utiliser les compétences au combat. Mathieu est resté impassible, expliquant que même toucher une arme violerait ses convictions profondes. Désespérée d'aider son fils, Sarah a contacté Guillaume et l'a supplié d'intervenir. Ce soir-là, Guillaume a revêtu son vieil uniforme militaire avec toutes les médailles et décorations qu'il avait obtenues pendant la Grande Guerre. Le lendemain matin, il est arrivé au camp de Mailly et a exigé de parler à son ancien commandant, qui avait depuis été promu général de brigade. Lors de l'audience en cour martiale de Mathieu, il a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité à toutes les accusations. Au moment où le juge militaire était sur le point de rendre son verdict, Guillaume a fait irruption dans la salle d'audience, portant une lettre officielle du général de brigade. La lettre rappelait à la cour que le statut d'objecteur de conscience était protégé par la loi fédérale et que Mathieu avait le droit de servir comme infirmier non combattant. Confronté à la possibilité d'une contestation constitutionnelle et ne voulant pas risquer une confrontation avec les autorités supérieures, la cour militaire a rejeté toutes les accusations contre Mathieu. Il a été autorisé à commencer sa formation d'infirmier de combat, bien qu'il soit toujours tenu de servir dans les zones de combat aux côtés des unités d'infanterie. Mathieu et Sophie ont finalement célébré leur mariage lors d'une petite cérémonie à la chapelle de la base. Leur lune de miel a été brève, car Mathieu devait être déployé sur le théâtre du Pacifique dans quelques semaines. Ils ont passé leurs quelques jours ensemble à faire des projets pour leur avenir et à promettre de s'écrire tous les jours. Au début de 1945, l'unité de Mathieu, la 82e division d'infanterie, a été déployée sur l'île de Sepang dans le Pacifique. Dès leur arrivée, ils ont été confrontés à la brutale réalité de la guerre. Des corps chargés sur des camions, des soldats blessés évacués et le bruit constant de l'artillerie au loin. Ils étaient là pour remplacer des unités qui avaient subi de lourdes pertes lors de batailles précédentes. Mathieu a été affecté à travailler avec deux autres infirmiers, tous deux des vétérans expérimentés qui avaient vu l'action lors de campagnes précédentes dans le Pacifique. Ils l'ont informé des tactiques de l'ennemi et des défis particuliers de la prestation de soins médicaux dans des conditions de guerre dans la jungle. Les forces japonaises étaient connues pour cibler délibérément les infirmiers. Alors Mathieu a reçu l'ordre de retirer son insigne de la Croix-Rouge et de se fondre dans l'infanterie régulière. Quelques jours après leur arrivée, l'unité a reçu l'ordre d'attaquer une position stratégique connue des soldats sous le nom de Pic du Diable. Cette crête fortement fortifiée contrôlait l'accès à l'aérodrome principal de l'île, et sa capture était essentielle au succès de la campagne globale. Les tentatives précédentes de prise de la position avaient échoué, entraînant des pertes massives pour les forces attaquantes. L'assaut a commencé à l'aube par un bombardement naval massif destiné à affaiblir les défenses japonaises. Alors que des explosions secouaient le flanc de la colline, l'unité de Mathieu a commencé son avance sur la pente escarpée et rocheuse. La bataille ne ressemblait à rien de ce que Mathieu avait imaginé. Le bruit était assourdissant, la fumée étouffante et le chaos accablant. Malgré les conditions terrifiantes, Mathieu n'a jamais hésité à se précipiter vers les soldats blessés, quelle que soit la dangerosité de la situation. Il a rampé sous le feu des mitrailleuses pour atteindre les hommes blessés, les a traînés en sécurité et a prodigué des soins médicaux dans les pires circonstances possibles. À plusieurs reprises, des soldats japonais se sont approchés à quelques mètres de le capturer, mais d'autres membres de son unité se sont battus désespérément pour le protéger. Rachid, qui s'était initialement moqué de Mathieu pendant l'entraînement, s'est maintenant battu avec une détermination féroce pour le maintenir en vie. Il avait été témoin du courage de Mathieu sous le feu et avait développé un profond respect pour le dévouement du jeune infirmier à sauver des vies.
Leur relation avait évolué de l'antagonisme à une véritable amitié forgée dans le creuset du combat. Après des heures de combats brutaux, l'obscurité est tombée et les forces américaines se sont retranchées pour la nuit. Le sergent Moreau a averti tout le monde de rester dans leur trou de renard, car se déplacer dans l'obscurité serait extrêmement dangereux. Cependant, Mathieu a insisté pour rechercher les soldats blessés qui pourraient encore être vivants sur le champ de bataille. Contre les ordres directs, Mathieu s'est aventuré dans le No Man's Land et a réussi à localiser plusieurs soldats blessés. Il les a traînés en sécurité un par un, souvent sous le feu ennemi. Lorsqu'il est finalement retourné à son propre trou de renard, Rachid a été stupéfait par son dévouement et lui a demandé pourquoi il était prêt à risquer sa vie pour des étrangers. Ce soir-là, alors qu'ils étaient blottis dans leur trou de renard, Mathieu a partagé le souvenir traumatisant qui avait façonné toute sa vision du monde. Il a raconté à Rachid l'incident avec son frère Julien et comment cela avait conduit à son engagement à ne plus jamais blesser un autre être humain. Il a expliqué qu'il voyait chaque soldat blessé comme le fils, le frère ou le mari de quelqu'un, et il ne pouvait supporter l'idée de les laisser mourir seuls. Rachid, à son tour, a partagé sa propre histoire douloureuse. Il avait grandi dans la pauvreté à Marseille, n'ayant jamais connu son père et finissant par être abandonné par sa mère. L'armée lui avait donné un but et un sentiment d'appartenance pour la première fois de sa vie, et il avait initialement considéré les croyances pacifistes de Mathieu comme une faiblesse. Maintenant, il comprenait que les convictions de Mathieu représentaient un autre type de force. À l'aube, les forces japonaises ont lancé une contre-attaque massive qui a pris les Américains complètement au dépourvu. L'ennemi avait infiltré leur position pendant la nuit et a commencé à attaquer de plusieurs directions simultanément. Le sergent Moreau a immédiatement ordonné une retraite complète et la flotte navale a commencé à fournir un tir de couverture alors que les soldats dévalaient la crête. Dans le chaos de la retraite, Rachid a été touché par le feu ennemi et mortellement blessé. Mathieu a essayé désespérément de le sauver, mais la blessure était trop grave. Alors que Rachid était mourant, il a enfoncé ses plaques d'identité dans la main de Mathieu et a chuchoté « Dis à mon escouade que je n'avais pas peur ». Mathieu a été dévasté par la perte de son ami, mais n'a pas eu le temps de pleurer. Alors que le reste de l'unité se retirait en sécurité, Mathieu est resté sur le champ de bataille. Il pouvait entendre les cris des soldats blessés qui avaient été laissés pour compte et il s'est senti obligé de les aider. Le capitaine Dubois a mené la retraite et a établi une position défensive à la base de la crête, ne laissant que quelques observateurs pour surveiller la situation. Pendant les heures suivantes, Mathieu a travaillé seul sur le champ de bataille, localisant les soldats blessés et utilisant des cordes pour les descendre le long de la falaise escarpée en sécurité. La tâche était épuisante et dangereuse, car les patrouilles japonaises étaient constamment à la recherche de survivants. À plusieurs reprises, Mathieu a dû se cacher parmi les morts pour éviter d'être détecté. Le capitaine Dubois, réalisant ce que faisait Mathieu, a demandé des frappes d'artillerie pour fournir une couverture et distraire les forces ennemies. Cependant, cela a également rendu la position de Mathieu plus précaire, car il travaillait maintenant dans une zone de combat active avec des explosions se produisant tout autour de lui. Au fur et à mesure que la journée avançait, Mathieu a secouru soldat après soldat, y compris plusieurs troupes japonaises qui étaient trop blessées pour constituer une menace. Il a traité leurs blessures avec le même soin qu'il a montré aux soldats américains, animé par sa conviction que toute vie humaine était sacrée. Certains des soldats japonais étaient initialement méfiants quant à ses intentions, mais ils se sont rapidement rendus compte qu'il essayait sincèrement de les aider. À un moment donné, Mathieu a découvert un système de tunnels cachés que les Japonais utilisaient pour déplacer les troupes et le ravitaillement. Alors qu'il se cachait dans l'un des tunnels, il a rencontré un soldat ennemi blessé qui était à peine conscient. Suivant son serment médical, Mathieu a administré de la morphine et a bandé les blessures de l'homme, même si le soldat aurait pu porter des armes ou des explosifs. À la tombée de la nuit, Mathieu a poursuivi ses efforts de sauvetage au clair de lune.
Ses mains étaient coupées et saignaient à force de manipuler les cordes rugueuses, et il était épuisé par les exigences physiques du travail. Il priait constamment pour obtenir de la force et des conseils, puisant dans sa foi pour le soutenir tout au long de l'épreuve. À l'aube du deuxième jour, Mathieu avait secouru plus de 60 soldats du champ de bataille. Le capitaine Dubois a été stupéfait lorsqu'il a vu le flot constant d'hommes blessés ramenés de la Crète. L'un des soldats secourus a finalement expliqué ce qui s'était passé. Le même homme qu'ils avaient autrefois qualifié de lâche avait à lui seul sauvé des dizaines de vies. Mathieu a finalement retrouvé le sergent Moreau et un autre soldat, tous deux blessés mais vivants. Moreau avait reçu une balle dans la jambe et était incapable de marcher, tandis que l'autre soldat avait subi une blessure à la tête et était à peine conscient. Mathieu a immédiatement commencé à soigner leurs blessures et à se préparer à les évacuer en sécurité. Pendant qu'il travaillait, un tireur d'élite japonais a ciblé Mathieu depuis une position dissimulée. La balle a frappé son casque mais a été déviée par le métal, lui sauvant la vie. Moreau avait encore des munitions dans son fusil, alors Mathieu a pris une décision dangereuse. Il s'est délibérément exposé pour attirer le feu du tireur d'élite, révélant la position de l'ennemi afin que Moreau puisse éliminer la menace. Le plan a parfaitement fonctionné. Le tireur d'élite a tiré à nouveau, manquant Mathieu, mais révélant son emplacement. Le tir de riposte de Moreau a été précis et le danger immédiat a été éliminé. Mathieu a ensuite commencé la tâche difficile de déplacer les deux soldats blessés en sécurité pendant que les patrouilles japonaises recherchaient des survivants. À l'aide d'une civière improvisée, Mathieu a traîné Moreau et l'autre soldat vers le bord de la Crète. Des soldats japonais les ont repérés et ont commencé à les poursuivre. Mais Moreau a fourni un tir de couverture pendant que Mathieu continuait à avancer vers le point d'évacuation. Au moment où ils ont atteint le bord de la falaise, le capitaine Dubois et une escouade de soldats sont arrivés pour fournir une assistance. Mathieu a fait un saut désespéré de la crête, atterrissant en toute sécurité en bas, où des infirmiers attendaient pour soigner les blessés. Des soldats japonais sont apparus au bord de la falaise, se préparant à tirer sur les survivants, mais les hommes de Dubois les ont éliminés avant qu'ils ne puissent tirer. Mathieu a été immédiatement emmené à l'hôpital de campagne, où il a reçu des soins pour ses blessures et son épuisement. Il a appris que l'un des autres infirmiers de son unité avait été tué pendant la bataille, ce qui rendait ses efforts encore plus cruciaux pour la survie de l'unité. Le capitaine Dubois lui a rendu visite à l'hôpital et lui a présenté des excuses sincères pour son traitement antérieur. « Je me suis trompé sur votre compte, Dubois », dit Moreau. Vous avez fait plus pour cette unité et ce pays que n'importe quel soldat avec qui j'ai jamais servi. Je vous recommande pour la médaille d'honneur. Mathieu était mal à l'aise avec les éloges, insistant sur le fait qu'il n'avait fait que ce que n'importe quel infirmier aurait fait dans les circonstances. Le lendemain était samedi, le sabbat de Mathieu. Le capitaine Dubois lui a dit que l'unité attaquerait à nouveau le pic du diable et qu'il respecterait les observances religieuses de Mathieu s'il choisissait de ne pas participer. Cependant, Mathieu a décidé que les besoins de ses camarades soldats l'emportaient sur ses pratiques religieuses personnelles, et il s'est porté volontaire pour se joindre à l'assaut. Toute l'unité a attendu respectueusement pendant que Mathieu terminait ses prières du matin avant le début de l'attaque. Cette fois, les Américains avaient des renforts et de meilleures informations sur les positions ennemies. Ils connaissaient également le système de tunnels que Mathieu avait découvert, ce qui leur a donné un avantage tactique important. La bataille a rapidement tourné en faveur des forces américaines. Les défenseurs japonais, affaiblis par les combats de la veille et coupés de leur ligne de ravitaillement, ont été incapables de monter une défense efficace. Cependant, le commandant ennemi a tenté une dernière tactique désespérée. Un petit groupe de soldats japonais s'est approché des positions américaines en agitant un drapeau blanc, apparemment pour se rendre. Cependant, c'était un piège. Lorsqu'ils se sont suffisamment approchés, ils ont sorti des grenades dissimulées et ont tenté de les faire exploser parmi les troupes américaines. Les soldats ennemis ont été immédiatement abattus, mais Mathieu a été blessé en essayant de détourner l'une des grenades pour protéger ses camarades.
Malgré ses blessures, Mathieu a continué à travailler jusqu'à la fin de la bataille et à la sécurisation de la Crète. Alors qu'il était évacué sur une civière, il s'est rendu compte que sa Bible était tombée de sa poche pendant les combats. Les autres soldats ont arrêté l'évacuation, ont récupéré la Bible et l'ont replacée entre ses mains avant de continuer vers le poste médical. Les forces américaines ont finalement remporté une victoire décisive, capturant le pic du diable et brisant la ligne de défense japonaise. Le commandant ennemi, suivant les traditions de son code militaire, a commis un suicide rituel plutôt que d'affronter la honte de la défaite. La victoire a ouvert la voie à l'assaut final sur les principaux objectifs de l'île. Au lendemain de la bataille, Mathieu a appris qu'il avait secouru 78 soldats du champ de bataille, y compris des troupes américaines et japonaises. Ces actions avaient sauvé plus de vies que quiconque ne le pensait possible, et son courage, sous le feu, avait inspiré toute l'unité. Il est devenu le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur, la plus haute distinction du pays pour la valeur militaire. Mathieu et Sophie sont restés mariés pour le reste de leur vie, finissant par s'installer dans une petite ville des Vosges où Mathieu a travaillé comme administrateur d'hôpital. Il n'a jamais cherché à être reconnu pour son service pendant la guerre, insistant toujours sur le fait que les vrais héros étaient les soldats qui ne sont pas rentrés chez eux. Sophie a soutenu sa dignité tranquille et a partagé son engagement à aider les autres tout au long de leur mariage. Malgré ses actions héroïques, Mathieu n'a jamais changé ses convictions fondamentales sur la violence et la guerre. Il est resté pacifiste toute sa vie, croyant que son service militaire avait été un appel à préserver la vie plutôt qu'à la prendre. Il a parlé occasionnellement lors de rassemblements d'anciens combattants et de services religieux, soulignant toujours l'importance de la foi, du courage et de la compassion face à l'adversité. La bataille du Pic du Diable est devenue un symbole de la détermination et du sacrifice américain sur le théâtre du Pacifique. L'histoire de Mathieu a inspiré d'innombrables autres personnes à réfléchir à la manière dont elles pourraient servir leur pays et leurs semblables, même dans les circonstances les plus difficiles. Son exemple a démontré que l'héroïsme pouvait prendre de nombreuses formes et que le courage moral était tout aussi important que la bravoure physique. Des années plus tard, lorsqu'on lui demandait de parler de ses expériences pendant la guerre, Mathieu détournait toujours l'attention de ses propres actions et parlait plutôt de la bravoure des soldats avec lesquels il avait servi. Il croyait que son rôle était de soutenir et de préserver la vie des vrais héros, les hommes qui avaient été prêts à tout sacrifier pour leur pays et leurs camarades. Mathieu Dubois est décédé paisiblement en 2003, à l'âge de 85 ans, entouré de sa famille et de ses amis. Son héritage a perduré à travers les innombrables vies qu'il avait touchées, tant sur le champ de bataille que dans les décennies de services discrets qui ont suivi. Il avait prouvé qu'une personne pouvait rester fidèle à ses convictions les plus profondes, tout en répondant à l'appel à servir quelque chose de plus grand qu'elle-même.